J'ai perdu plus de 7000 € en bourse en quelques jours. Et ça a fait la une des journaux. Alors, pas pour parler de moi et de mon portefeuille, mais plutôt pour annoncer un risque de récession aux États-Unis. Comme tu peux le voir sur cet article, les bourses ont dégringolé partout dans le monde le lundi 5 août. Et je vais te faire voir mon portefeuille, ce que j'ai perdu. On a été alarmé par un ralentissement du marché de l'emploi américain qui fait craindre aux investisseurs une récession aux États-Unis. Il y a eu des indicateurs extrêmement mauvais, comme le taux de chômage aux États-Unis qui s'est hissé à 4,3% en juillet, alors qu'il était à 3,7% en janvier. En ce sens, le Nasdaq a perdu plus de 3,43%, l'indice du S&P 500 tombait de plus de 3% et le Dow Jones de plus de 2,60%. Et au sein de l'indice du S&P 500, bien sûr tu t'en doutes bien, il y a principalement des valeurs des technologies de l'information et c'est elles qui ont trinqué le plus avec une baisse de 2,92%. Et à cause de cette baisse, oui, j'ai perdu plus de 7000 € en bourse, mais accroche-toi et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai réagi. Premièrement, comme tu peux le voir, en 4 jours, voici ce qu'a subi mon portefeuille. Le 1er août, tu vois que j'étais à plus 21 611 €. En gros, ça avait pour équivalent 23,10% de plus-value, avec un total investi, tu vois, de 93 541 €. Pour ensuite arriver au 5 août, justement à l'annonce de la récession aux États-Unis, eh bien, j'ai perdu, tu vois, le 5 août, plus de 7235 €, avec, tu vois, une moins-value, enfin du coup, toujours en plus-value, mais avec des plus-values qui sont descendues à 17,27%. Et face à cette baisse, j'ai décidé alors de tout garder. Pour ceux qui pensaient que j'allais vendre, eh bien, détrompez-vous. Avec les bonnes stratégies, eh bien, mon portefeuille, comme tu peux le voir, aujourd'hui, a quasiment rattrapé toutes ses pertes depuis son plus haut, le 1er août, que je t'ai fait voir précédemment. Et donc là, tu vas me dire, quelles sont mes stratégies que j'ai mis en place pour résister et pour performer. Et justement, au sein de cette vidéo, je vais t'expliquer mes stratégies pour construire un portefeuille imperturbable. Il y a 5 points, on commence par le premier. Mais juste avant de commencer par ce premier point, pense à t'abonner, investisseur, et à laisser ton plus beau pouce vert. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Sonny, fondateur de Sequoia. C'est une école qui vise à former les particuliers, les salariés, les entrepreneurs à investir leur argent en bourse et ça de manière intelligente. On commence par ce premier point, investisseur. Je me concentre principalement sur les actions à dividendes qu'on appelle de qualité croissante. Je m'explique. Historiquement, les actions qui versent et qui augmentent leurs dividendes sont plus résilientes et moins volatiles que celles qui n'en versent pas. Par exemple, tu vois que sur ce tableau que je te montre juste ici sur cette diapositive, le dividende Growers et Initiator que je t'ai entouré en vert, eh bien tu vois qu'elles sont moins volatiles par rapport à ces homologues qui ne versent pas de dividendes. Tu vois que non-dividende payer en anglais, avec mon formidable accent, tu vois que c'est entouré en rouge. Et donc là, forcément, tu vois que le Annualized Volatility, tu vois qu'elle est à 22,2%, contrairement au Dividend Grower qui est à 16,1%. Autrement dit, les actions qui ne versent pas de dividendes sont plus volatiles, donc ça bouge beaucoup plus dans ton portefeuille. Pourquoi est-ce que c'est dû à cela? Eh bien forcément, les actionnaires qui vont investir sur les actions à dividendes, ils ne veulent pas forcément jouer sur la plus-value, c'est-à-dire gagner de l'argent sur la plus-value, mais recevoir des dividendes de manière régulière dans le temps. Et donc, ils vont pas vendre, ils vont justement chercher à posséder l'action le plus longtemps possible pour générer des revenus passifs tout au long de leur vie. Et donc, vendre, ça serait contre-bénéfique. C'est pour ça que les actionnaires qui investissent dans les actions à dividendes sont moins susceptibles à vendre parce qu'ils n'ont pas le même objectif. Je pense que tu m'as compris. Et donc, les dividendes font partie de ma stratégie en bourse. Elles me permettent de gagner 2 fois. Contrairement à ce que je t'ai dit, on peut gagner aussi en plus-value et également sur les dividendes. Mais justement, je vais t'expliquer ça un peu plus tard au sein de cette vidéo. Tu vas voir, reste bien jusqu'au bout. Et justement, voici pourquoi ma stratégie qui combine à la fois qualité, croissance et dividende. Il faut savoir que les statistiques ici sont avec moi. Comme tu peux le voir ici sur la source de Ned Davis Research, eh bien, on a la courbe tout en haut que je t'ai entouré, le Dividend Grower Initiator. Il faut savoir que ça, c'est le retour du S&P 500 par rapport à la politique de dividende. Tu vois qu'avec 100 € investis en 1972, si on se retrouve maintenant en 2021, eh bien, on a, tu vois, une surperformance, tu vois, des gains par rapport aux actions qui ne versent pas forcément de dividendes. Et pour ça, donc, c'est intéressant de combiner ces 3
3 pôles, à la fois qualité, à la fois croissance et à la fois dividende. Et donc moi je m'appuie principalement sur des statistiques pour te faire voir un petit peu les résultats que cela peut donner. Et justement en parlant de résultats, je vais te montrer une entreprise par exemple que j'apprécie particulièrement, c'est S&P Global. Donc ici tu peux voir la courbe, tu vois du cours de l'action de S&P Global, tu vois que c'est exponentiel dans le temps. Donc ça, tu vois, dans un premier temps, oui, on gagne de l'argent actuellement, bien sûr. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ceci n'est pas un conseil en investissement, mais je te montre comment est-ce que moi, je m'appuie sur des données, comment est-ce que moi, j'analyse mes actions pour émettre ma thèse d'investissement. Donc tu vois que les retours sur un an, eh bien, du S&P Global, on est à 30%, retour sur 5 ans, on est à 103%. Donc tu vois qu'on est au-dessus, tu vois, du S&P 500. Bon, par contre, le Nasdaq 100 fait encore de très jolies performances, mais tu vois que S&P Global reste performant par rapport au S&P 500. Et tu vois, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder l'historique du dividende. Tu vois que là, S&P Global, elle a augmenté son dividende. Tu vois, chaque année. Ici, elle a tout simplement explosé, tu vois, la hausse de son dividende entre 2013 et jusqu'à 2023. Donc en fait, ça nous donne, tu vois, si tu regardes, c'est sur Morning, on est à 12%, tu vois, de croissance, tu vois, sur 5 ans par an. C'est vraiment pas mal. Et donc ici, voilà, tu peux regarder, c'est une bonne entreprise pour moi que je considère. Combine à la fois croissance, qualité et dividende. Alors, sur la qualité, justement, on va y revenir plus tard dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que c'est une stratégie en plus que je vais te faire découvrir. Stratégie numéro 2, j'ai un écosystème diversifié. C'est-à-dire que pour éviter de subir trop de désagréments au sein de mon portefeuille, c'est-à-dire comme je te l'ai dit, trop de volatilité, c'est-à-dire les mouvements que tu peux avoir dans ton portefeuille, eh bien je diversifie. C'est-à-dire que je ne mets jamais les œufs dans le même panier, je diversifie mes actions en termes de secteur et de zone géographique, même si on sait que les États-Unis, bien sûr, surperforment leur homologue. Et donc, si tu veux te diversifier en un seul achat, il y a plusieurs stratégies. Tu as les actions, ce sont des types d'actifs, mais tu as également les ETF qui incarnent à merveille ce rôle. D'ailleurs, si tu ne connais pas les ETF, j'en ai beaucoup parlé au sein de ma chaîne. Justement, je te mets juste, tu vois, une petite miniature juste ici. Si tu veux te renseigner justement, sur comment construire un portefeuille ETF performant, je te le mets juste ici. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne aussi et à laisser ton plus beau pouce bleu. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu préfères les ETF ou les actions pour te diversifier. N'hésite pas à laisser ton commentaire, j'y répondrai. Et donc, comme je te le dis, moi, je suis plutôt en zone géographique, donc tu vois, je diversifie. Moi, j'ai mon PEA, tu vois, où je suis plus sur les actions européennes et françaises. Et ensuite, tu vois, sur d'autres zones géographiques, comme les États-Unis, où là, je suis plus sur mon CTO, sur mon compte titre ordinaire. Les secteurs d'activité, donc là, je diversifie aussi, que ce soit sur les rates, les technologies, la santé, l'immobilier, le luxe, les pétrolières, etc. Et donc, moi, ce que je me suis fixé quand même règle, c'est que j'évite de m'exposer à plus de 20% sur un secteur au sein de mon portefeuille. Parce que si on a une crise, je sais pas, pétrolière, on voit que le cours du pétrole dégringole. Donc si tu as trop de valeurs pétrolières au sein de ton portefeuille, tes plus-values risquent de baisser très fortement. La performance de ton portefeuille risque d'en prendre un coup. Donc pense à diversifier aussi en termes de secteur. Et donc moi je te le montre. Comment est-ce que je construis mon écosystème financier ? Eh bien, comme ceci. Attention, je n'ai pas dit que les ETF, je n'investis pas sur les ETF. Il faut bien savoir une chose, moi avec mon écosystème et ce que j'apprends à mes élèves, mes séquoiens, donc avec les séquoiens qui sont au sein de mon programme, eh bien je leur dis deux choses. Premièrement, il y a un terrain passif à bâtir. D'accord, t'imagines que tu es dans une forêt, un terrain que tu viens de construire, et donc les ETF permettent vraiment de bâtir ce socle passif, d'accord, vraiment bâtir un terrain qui est solide, qui te permet d'être diversifié, d'amener de la diversification et de la performance. D'accord. Puis ensuite, bien sûr, vient se rajouter l'écosystème Sequoia où tu vas planter d'autres arbres. À titre d'exemple, pour booster ton terrain, tu vas avoir, moi ce que j'investis principalement, c'est sur les actions à dividendes de qualité, tu as compris. Et donc là où je vais chercher à avoir plus de diversification, plus de performance et aussi un troisième étage de richesse qui va permettre donc de construire des revenus passifs. Qui, en plus de ça, avec les bonnes stratégies, les revenus passifs vont venir alimenter tes investissements parce que tu vas créer avec ça, les dividendes, tu vas réinjecter les intérêts, donc créer ce qu'on appelle des intérêts composés, ce qui fait accélérer cette boule de neige, tu l'auras compris, donc cette forêt ne cesse de grandir et de grandir. Mais toujours bâtir un socle, d'accord, un terrain passif qui est avec les ETF. En tout cas, tu fais ce que tu veux. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais pense à bien construire correctement ton terrain. Et justement, si tu veux apprendre à construire
ton écosystème financier à 3 étages, à la fois pour gagner en diversification, gagner en croissance, en performance et à la fois recevoir des revenus passifs. Tu peux réserver avec moi un appel qui est 100% gratuit. Je suis là pour t'expliquer comment fonctionne l'écosystème Sequoia et son programme d'accompagnement. Donc si tu es intéressé, tu peux réserver un appel avec moi. C'est gratuit et je t'expliquerai l'écosystème dans son ensemble. On continue, investisseur. La stratégie numéro 3, ça va être la qualité plutôt que la quantité. Warren Buffett, Terry Smith ou encore Peter Lynch soutiennent que la surdiversification peut nuire à la performance. Et Peter Lynch, par exemple, lui, il parlait de diversification, c'est-à-dire devenir trop diversifié à la fois dans ton portefeuille, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable pour toi parce que tu peux sélectionner des entreprises qui sont pas forcément bonnes en soi, donc tu vas plutôt piocher à droite, à gauche, tu vas pas vraiment t'intéresser. En plus de ça, ce n'est pas forcément plus intéressant pour les débutants parce que forcément tu vas devoir surveiller d'autres actions à côté, tu vas devoir analyser plus d'actions, être alerte sur peut-être une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'actions individuelles, donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire, tu imagines bien. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est me concentrer uniquement sur des entreprises de haute qualité et que tu connais, bien sûr, ces entreprises par cœur. Pourquoi est-ce que les entreprises de qualité surperforment les entreprises qui sont de moins bonne qualité ? Eh bien, je te montre 2 graphiques. Ici, il faut savoir que c'est l'indice, tu connais très certainement en haut le MSCI World et en bas, tu as le S&P 500. Mais lorsqu'on va rajouter un filtre de qualité au sein de ces entreprises-là, eh bien, on peut voir justement une surperformance parce qu'il faut savoir que le MSCI World, il y a plus de 1400 entreprises, donc ça fait beaucoup. Mais dès lors qu'on rajoute du filtre de qualité, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'endettement de l'entreprise, la profitabilité de l'entreprise, la rentabilité de l'entreprise, eh bien, quand on va filtrer tout ça avec des indicateurs précis, eh bien, on a une surperformance par rapport à l'indice de base. Et comme tu peux le voir ici en bleu, tu vois foncé sur le MSCI World Quality, on est au-dessus du MSCI World en jaune. De même que le S&P 500 Quality Index avec le S&P 500 basique qui est en vert un peu plus foncé et au-dessus tu vois on a le bleu canard un peu plus clair qui est le S&P 500 Quality. Alors c'est de 1994 à 2014, on n'a pas encore les données après, j'ai recherché sur internet mais j'ai pas trouvé. Donc n'hésite pas aussi à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de tout ça et si tu as pu trouver d'autres informations utiles à notre apprentissage en bourse. Et justement, tu vas me dire, oui Sony, est-ce que tu as des entreprises de qualité que tu peux nous présenter ? Alors oui, j'en ai une que je peux te présenter et donc on va se donner rendez-vous très vite sur mon écran, investisseur, et je vais te présenter Mastercard. Alors Mastercard, je te la présente pas comme entreprise, d'accord, tu sais très bien ce que c'est. Leader dans le paiement mondial avec les cartes de crédit, etc. Donc moi, ce que j'aime bien m'intéresser, tu vois, c'est regarder la qualité de l'entreprise. Donc ici sur FinChat, tu vois, j'aime bien regarder un petit peu les revenus, tu vois, sur 5 ans. Est-ce qu'elle a bien grossi la boîte, tu vois, sur 5 ans, sur 10 ans également. Moi, je vais chercher, tu vois, de plus de 10% de croissance de Compound Annual Growth Rate. C'est la croissance annualisée de l'entreprise. On prend une moyenne sur la croissance. Je vais également regarder les marges nettes et les marges sur free cash flow. Donc, on est à 44,41%. C'est excellent. Et ici, on est à 46%. C'est excellent aussi. Et pareil pour la rentabilité. Tu vois, on va s'intéresser aux chiffres. Là, 50%, c'est énorme. Le ROIC, pareil, 40%. C'est juste fou. Et tu vois, même, tu peux t'intéresser aussi à la croissance des revenus. Et ça, c'est exponentiel dans le temps. C'est juste super intéressant. Cependant, il faut quand même se méfier. L'entreprise Mastercard est quand même surévaluée. Elle est à 30, t'es prêt à payer 35,82 fois ses bénéfices. Donc, il faut faire attention. Mais Mastercard a souvent été très régulièrement surévaluée. Est-ce qu'il faut l'acheter maintenant ou plus tard ? Ça, c'est à toi de prendre cette décision. Et en parlant de critères, tu vas me dire, attends Sony, je suis un petit peu perdu, comment est-ce que tu fais pour analyser tout ça ? Eh bien justement, ça fait partie de ma 4e stratégie qui est d'avoir une méthode de sélection et d'analyse mais très pointilleuse. Au moment de passer ton achat, il faut que tu sois convaincu à 100% de ce que tu achètes. Est-ce que les critères, comme je te l'ai fait voir, tu vois, la croissance du chiffre d'affaires, les marges nettes, la rentabilité des capitaux propres, est-ce que ça correspond, ça rentre dans tes critères d'analyse ? Et donc justement, pour synthétiser tout ça, moi ce que j'ai fait avec les séquoiens, c'est que je leur ai apporté un tableau qui vont permettre justement de filtrer les bonnes actions, les mauvaises actions et in fine de supprimer 90% des actions merdiques et vraiment d'affiner sa méthode d'analyse. Et justement, c'est ce qu'on fait avec le validateur. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important que tu aies un cadre d'analyse pour éviter de te lancer dans n'importe quoi, d'acheter n'importe quelle entreprise. C'est très très important. Et cet outil justement qui s'appelle le validateur, il est disponible au sein
sein de l'écosystème Sequoia et de son programme d'accompagnement. Donc si tu es intéressé, tu n'hésites pas, tu peux réserver un appel 100% gratuit avec moi et on pourra en discuter. Investisseur. 5e stratégie, j'ai une vision à long terme et la vision à long terme, eh bien ça permet de réaliser de bonnes performances, même si on le sait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais en tout cas les statistiques et les données académiques nous montrent que eh bien plus on décompresse le temps sur le long terme en bourse, plus les résultats sont prédictibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici tu vois on a une source de BlackRock et de Morningstar, donc c'est les données du S&P 500 de 1929 à 2019, et donc tu peux voir qu'en vert c'est le pourcentage de chances de gagner de l'argent, d'accord, de gagner de l'argent, et en blanc c'est le pourcentage de perdre de l'argent. Et donc tu peux voir que sur un mois, forcément, d'accord, le pourcentage de perdre de l'argent augmente, mais plus tu vois, tu décompresses le temps sur 15 ans, et bien plus tu te rapproches justement, et bien d'une plus petite possibilité de perdre de l'argent. C'est pour ça que la psychologie en bourse, ça fait partie de 90% des résultats des investisseurs. C'est pour ça que c'est très important de te former pas que sur des outils, pas que sur une formation comment investir sur ça, mais aussi comment penser, comment réfléchir. Et dans l'écosystème Sequoia, justement, je l'apprends à mes Sequoiens, comment est-ce qu'on peut construire un mental d'acier sur la bourse. Investisseur, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce vert et à laisser ton commentaire pour savoir ce que tu as pensé de cet épisode et savoir comment est-ce que toi, tu construis ton écosystème. Et c'est avec grand plaisir que je te répondrai. Investisseur, c'était Sonny de Sequoia. Je te souhaite de la croissance et du rendement dans ton portefeuille. À très bientôt. Ciao.